Bonjour à tous. Alors, nous avons vu dans l'activité précédente comment les roches qui composaient le relief de notre planète étaient érodées et le résultat de ce phénomène était la formation de particules qu'on appelle sédiments. Ces sédiments vont ensuite être transportés essentiellement par l'eau, mais ça peut être transporté par le vent par exemple, jusqu'à un moment où l'eau n'étant plus assez forte, on va dire, pour les déplacer, ils vont se déposer. Et c'est là qu'ils vont lentement se transformer en roches sédimentaires. Donc aujourd'hui, le but de l'activité est de comprendre comment on passe des sédiments, c'est-à-dire des particules séparées les unes des autres, à une roche cohérente. Alors, pour commencer, la première question, vous aviez donc 4 échantillons. Et je vous demandais d'identifier ces 4 roches, puisqu'il existe différents types de roches sédimentaires. Pour les identifier, vous aviez à votre disposition un petit tableau qui, pour chaque type de roche, vous indiquait leurs caractéristiques. Donc on voit qu'il y a 4 types de roches sédimentaires, les pélites, les grès et les conglomérats. Et parmi les conglomérats, il y a 2 roches différentes, les poudingues et les brèches. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît les différentes roches? La première information, c'est la taille des particules qui composent votre roche. Alors, petite information au niveau des unités, donc mm, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors là, mu et m, c'est des micromètres. Alors, micromètre, c'est égal à 10 puissance moins 3 mm. Ce qui veut dire que 63 micromètres, ça représente 0,063 mm. Donc, première information pour reconnaître les roches, regardez la taille des particules qui les composent. La deuxième chose, on a vu qu'il existait 2 types de conglomérats. Et là, pour les distinguer, il faudra regarder la forme des particules. Donc, premier échantillon, on voit que c'est un gros échantillon avec des grosses particules, donc des galets. Et on voit déjà que la forme est plutôt arrondie. D'accord? On voit que voilà, les formes sont douces. Donc, première information. Deuxième information, la taille des particules. Donc, j'ai rajouté une petite feuille de papier millimétré pour nous aider à corriger. On est d'accord que selon le format de votre manuel, vous n'aurez pas exactement les mêmes tailles, mais le principe est exactement identique. Donc, première chose, que veut dire cette échelle? Eh bien, cette échelle, si vous regardez, elle mesure à peu près, donc là vous avez 1 cm et vous avez à peu près 2,5 mm de chaque côté. Ce qui veut dire que lorsque vous mesurez 1,5 cm, ça représente dans la réalité 5 cm. Et on va utiliser donc cette relation pour déterminer la taille des éléments dans la roche. Donc, on choisira un élément et ensuite il n'y aura plus qu'à noter la taille de l'élément que l'on va mesurer, faire un produit en croix et on obtiendra donc sa taille dans la réalité. Alors on voit que ces éléments font plus que 5 cm, mais vous voyez ici ce petit grain blanc, on va donc essayer de déterminer sa taille. Alors si vous regardez, il fait à peu près 2 mm et demi de long. Alors, vous auriez envie de mettre 2,5 mm. Sauf que ce qui est important, c'est que les unités soient identiques dans chaque colonne. C'est-à-dire s'il y a des centimètres là, il faut mettre des centimètres là. S'il y a des centimètres là, il faut mettre des centimètres là. D'accord? Donc là, dans cet exemple, tout est en centimètres. On verra dans l'exemple d'après on peut avoir millimètres et centimètres, mais l'important, c'est que dans chaque colonne, il y ait la même unité. Donc là, au lieu de mettre donc 2,5 mm, eh bien je vais mettre 0,25 cm. Et donc pour savoir que représente ce petit grain dans la réalité, quelle est sa taille, on fait 0,25 x 5.
divisé par 1,5 et donc ça fait 0,8 cm, ce qui fait 8 mm. Et on est d'accord que 8 mm, c'est plus grand que 2 mm. Donc un échantillon qui a des particules supérieures à 2 mm et qui a des particules de forme arrondie, 2 mm, c'est le pudding. Donc notre premier échantillon est un pudding. Deuxième échantillon, donc là toujours pareil, on se sert de la vue macroscopique pour déterminer la forme des éléments et on voit que là il y a apparition d'arêtes. Donc les formes sont beaucoup plus pointues que dans la roche précédente. Toujours pareil, on va essayer de déterminer la taille des éléments. Donc là cette fois, la longueur du trait de la légende fait 8 mm. Et donc 8 mm mesurés représente 2,5 cm dans la réalité. Si on choisit donc un petit grain là, les plus petits grains font autour d'un millimètre. Donc 1 mm mesuré, combien cela représente-t-il dans la réalité? Donc vous voyez là, comme je vous l'avais dit, il y a des millimètres dans cette colonne-là. Et il y a des centimètres dans cette colonne-là. Donc ça, c'est tout à fait possible d'entre guillemets mélanger les unités si par colonne c'est respecté. Donc là, pas de souci. Donc produit en croix, 1 fois 2,5 divisé par 8, ça vous donne donc 0,3 cm. Donc les particules sont toujours supérieures à 2 mm et cette fois les particules sont anguleuses. Donc forme anguleuse, plus de 2 mm, c'est une brèche. Le troisième échantillon, là on voit que les grains sont beaucoup plus petits. Donc on va utiliser un microscope. Alors là vous avez donc l'échantillon vu au microscope. Alors en géologie on n'utilise pas un microscope optique comme vous avez eu l'habitude d'utiliser. On utilise des microscopes polarisants. Alors en effet la lumière, vous devez le savoir, c'est composé d'une succession d'ondes qui partent dans toutes les directions. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, le polariseur ne va laisser passer qu'un certain train d'ondes en fait. Il ne va, ce qui fait que ici, la lumière est orientée dans un seul plan, alors que là, elle arrive de plein de façons différentes. D'accord. Donc voilà ce que l'on obtient. On voit qu'il y a plusieurs grains collés les uns aux autres. Toujours pareil, en utilisant l'échelle. Donc ici, l'échelle mesure 1,4 cm et ça représente dans la réalité 0,2 mm. Si on prend un grain, par exemple le grain blanc qui est ici, on voit qu'il mesure à peu près 0,6 cm de large. Donc vous voyez, toujours pareil, centimètre, centimètre, millimètre, millimètre. Par colonne, c'est respecté. Donc produit en croix, 0,6 fois 0,2 divisé par 1,4, vous obtenez 0,08 mm. Donc la taille des grains est à peu près de 0,8 mm, pardon. Et on voit que 0,8 mm, ça se situe entre 63 micromètres et 2 mm. Donc vous avez un grès. Dernier échantillon. Donc là, on voit que on a l'impression que que les grains sont encore plus fins. Et en effet, ça se confirme au microscope. Donc toujours pareil, j'utilise l'échelle. Alors là, les grains, ils font à peine 1 mm chacun. Donc j'ai mis 0,1 cm. Toujours pareil, produit en croix, 0,1 cm fois 0,1 divisé par 1. Ça vous fait 0,01 mm. Vous êtes d'accord que 0,01 mm, c'est plus petit que 0,063 mm, ce qui veut dire que nous sommes ici et nous sommes donc devant une pélite. Nous avons donc bien identifié les 4 échantillons, un pudding, une brèche, un grès et une pélite.
Alors, pour poursuivre donc notre étude, on va essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut passer donc de ces particules séparées les unes des autres à une roche sédimentaire, comme on voit là, parfaitement cohérente, c'est-à-dire avec les grains bien collés les uns aux autres. Je vous demandais de construire un schéma à l'aide d'une animation qui était disponible dans le manuel et dont j'ai fait une petite vidéo ici que vous pouvez aller consulter si besoin. Alors, on l'a vu dans l'activité précédente, les sédiments, c'est-à-dire donc les particules issues de l'érosion des roches, vont être transportés le plus souvent par les rivières. Et ils vont être transportés jusqu'à atteindre leur milieu de sédimentation. Alors, le milieu de sédimentation, c'est souvent une zone aquatique. C'est plus ou moins calme selon la taille des sédiments. Vous êtes d'accord que si vous avez des gros dépôts, l'eau peut être un peu plus agitée que si vous avez des dépôts très fins où, pour se déposer, ils auront besoin d'un endroit vraiment très très calme. Donc, la rivière vient déverser ces sédiments. Les sédiments vont donc s'amonceler, cela va former des couches. Dans ces couches, vous avez des sédiments qui sont donc qui baignent, on va dire, dans l'eau. Au fur et à mesure que les sédiments arrivent, ça va donc créer une compression sur les premiers qui sont arrivés. Cette compression va chasser l'eau des différentes couches. On voit que les sédiments sont de plus en plus collés et au bout d'un moment, ils vont être tellement proches les uns des autres et il y aura tellement peu d'eau entre chaque grain qu'en fait, dans l'eau, il y a toujours des minéraux. Ces minéraux vont cristalliser, former un ciment qui va coller les sédiments les uns aux autres. On va donc obtenir une roche cohérente. Et donc, c'est ce qu'on appelle la cimentation. Nous avons donc l'obtention de plusieurs strates. Les strates vont, au cours donc, de leur histoire, donc, avoir leur épaisseur qui diminue puisqu'elles vont être compactées par le poids de l'eau et des sédiments qui s'amoncellent au cours du temps. Donc, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? Donc, il existe différentes sortes de roches sédimentaires, que les noms donnés à ces différentes roches dépendent, entre autres, de la taille des sédiments qui les composent. Et donc, les deux éléments indispensables pour qu'il y ait fabrication de roches sédimentaires, c'est une compaction qui permettra de rapprocher les sédiments les uns des autres. Et deuxième chose, une cimentation qui va coller les grains les uns aux autres.